Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de cabinet, cette fois-ci avec Fanny qui est chiropracteur depuis 2012, depuis 2011 même, et malheureusement qui a une stagnation, voire même une baisse d'activité avec son cabinet. C'est pour ça qu'elle m'a soumis son analyse pour que je puisse lui dire ce que je pense voir, c'est-à-dire ce qui ne va pas, les choses à faire et lui donner des solutions concrètes à mettre en place pour débloquer la situation. Donc, c'est parti. On y va direct, on perd pas de temps, parce que ce qu'on aime, c'est débloquer les gens, faire aller les choses, et comme ça, tout le monde est content. Donc, Fanny m'a écrit ça. Elle m'a dit, j'ai envie de bénéficier de tes conseils pour analyser mon cabinet. Je te cache pas que j'ai un peu peur de ce qui va ressortir sur moi-même. J'ai l'impression de traîner une batterie de casseroles personnelles digne d'équipiers, d'équipe, des cuisines de Top Chef, qui ressort depuis plusieurs mois, mais je sais pas vers qui me tourner pour m'aider à ranger tout ça. Alors c'est trop drôle parce que franchement je crois que tu dois être la troisième personne qui me compare à Gordon Ramsay, donc le mec qui fait Top Chef. Enfin je crois que c'est la version anglaise de Top Chef ou la version américaine, je sais pas. C'est le mec qui gueule sur tout le monde dans la cuisine. J'ai un élève qui est rentré aussi, je crois que c'était il y a 2 mois à peu près, et qui m'a dit pareil, qui me voyait un petit peu comme ça. Alors je vous rassure, je suis pas méchante comme personne. Je dis ce qu'il faut aux personnes, je dis ce qu'elles ont besoin d'entendre pour qu'après ça aille mieux, qu'elles aillent mieux à l'intérieur d'elles-mêmes, que le cabinet aille mieux et qu'en fait globalement leur vie soit plus saine, qu'elle soit plus sereine, qu'elle soit plus heureuse. Donc, si je juge qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre pour accéder à ça derrière, je te le dirai, même si c'est pas agréable à entendre. Mais il y a toujours un but. Le but, c'est pas juste de taper sur les gens juste pour taper sur les gens, ce serait complètement débile. Donc, mais du coup, c'est marrant. Alors, passons au cabinet. Je suis diplômée depuis l'IFEC, depuis 2011, installée depuis 2012. Ok. Et donc, là, on a quoi comme données dans la situation actuelle? Une baisse de l'activité en plus depuis 3 mois, donc ça, c'est un peu chiant et un peu stressant, j'imagine. On a 22 patients par semaine, dont 5 nouveaux patients, moyenne d'acquisition bouche à oreille, Doctolib, site internet, donc le classique des gens qui viennent me consulter, qui viennent me voir pour avoir de l'aide avec leur cabinet. Et ensuite, les visites, les suivis. 2-3 visites, une fois par semaine, puis un rendez-vous à 1 mois. Ok, puis ensuite une fois tous les 3 à 6 mois. C'est pas le pire que j'ai vu. C'est pas le pire que j'ai vu. Pas la pire situation que j'ai vue. Mais on voit bien qu'elle a du mal à proposer plus de suivi à ses patients et que la com pour la prévention n'est pas bonne. C'est logique. Ça, j'aurais pu le dire même sans que tu le mentionnes parce que avec une manière de structurer tes plans de soins comme ça, c'est ce qui ressort. Et basiquement, voilà, c'est un peu le fonctionnement de l'école. J'ai l'impression que t'as traîné depuis toutes ces années. Et donc, elle n'arrive pas à faire passer le message. Je t'ai préparé un truc exprès pour ça, Fanny. Je pense que tu vas kiffer. En vrai, j'ai kiffé faire ton analyse. Je pense que ça va se voir juste après. Donc, c'est un mensuel 4002. Les charges, TOVL, oui, c'est bien. C'est bien parce que quand on dépasse, je crois que c'est quoi l'abattement? C'est pas 34% l'abattement, je crois. Donc, en gros, si t'as plus de 30, ouais, en gros, par rapport à ton CA, si les charges dépassent 34%, tu fais déjà trop réel, grosso modo. Donc là, je pense que c'est le cas. J'ai pas fait le calcul exactement, mais je pense que c'est le cas. Donc, ok, bénéfice moyen, c'est clairement très loin de ce que j'espérais en entrant à l'école. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est pas des masses, hein, c'est vrai, hein. C'est mieux que d'autres que j'ai vus, mais ça reste... je comprends complètement ce que tu dis ici. Ok, alors oui, maintenant, les obstacles. Je vais faire ça, et après je passe sur tout le graphique que je t'ai préparé. Donc, ces plus gros obstacles, c'est ceux qu'elle a observés. Voilà, là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'analyse, juste je vous dis ce qu'elle m'a écrit. Donc, la confiance en elle. Ensuite, attends. Ouais, donc, pareil. Ah, tu t'es retrouvée dans une des vidéos? Ok. Je sais plus laquelle c'est. En fait, j'ai tellement affaire à cette situation-là quand je dis aux gens que là, vraiment, il y a le truc c'est qu'ils croient pas en eux, en fait, et que c'est pour ça qu'ils se maintiennent dans une situation de stagnation, que du coup, je l'ai peut-être dit à plusieurs personnes. Ensuite, tu t'épuises avec un agenda en gruyère. Ah, je l'avais jamais entendu, celle-là, elle est marrante. D'habitude, on me dit un agenda en dents de scie, mais oui, en gruyère. En fait, en dents de scie, c'est vraiment, genre, par exemple, j'ai une semaine à 20, une semaine à 10, une semaine à 5, une semaine à 15. Ça fait comme ça. Et c'est vrai qu'un agenda en gruyère, c'est un truc un peu différent. C'est vraiment, je vois complètement ce que tu veux dire. Alors moi, je l'ai pas vécu parce qu'en fait, très tôt, j'ai appris les systèmes. C'est-à-dire que dans mon premier taf, au Royaume-Uni, c'est le fameux, hein, j'en parle des fois. Va regarder, j'ai fait une vidéo sur... je crois que le titre, c'est comment
Attends, comment faire 12 000 euros en 30 jours, un truc comme ça. En gros, que je décris comment j'arrive à un chiffre d'affaires de 12 000 balles avec le cabinet chaque mois, basiquement. Et je crois que c'est là-dedans que je parle de cette expérience en Angleterre que j'ai eue, où je voyais plus de 100 patients par semaine. Donc là, forcément, la machine était très bien huilée, que ce soit dans l'acquisition, la conversion, la rétention, enfin, tous les plans du cabinet. Il y avait des assistantes aussi, donc enfin, c'était vraiment un truc. Pourquoi je te raconte ça? Ah oui, parce que du coup, dans cette clinique-là, forcément, j'ai appris les process qu'il fallait pour faire fonctionner un cabinet, basiquement. Donc, ça a été une expérience assez dure, émotionnellement, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Et aussi sur mes propres limites, et ce que je voulais, ce que je voulais pas dans ma vie. Donc ça, c'est quand même bien. Et aussi, donc, des process pour ne pas avoir un agenda en gruyère. Parce que c'est quoi, concrètement, un agenda en gruyère? Si je comprends bien ce que tu dis, c'est genre, j'ai un patient à 9h, puis j'ai un patient à 11h, puis j'ai un patient à 14h, puis j'ai un patient à 17h. Voilà. Et puis tu passes la journée au cab, tu t'épuises, tu t'emmerdes pour 4 patients dans la journée. Donc, ça c'est chiant. Et t'es épuisé oui, avec ça, donc ça m'étonne pas. Et le manque de stabilité financière, ça c'est normal, c'est stressant de pas être solide financièrement. Et au-delà de ça, en fait, c'est même pas... Enfin, l'argent, en fait, c'est souvent une conséquence du reste de notre vie, on va dire. Mais c'est vraiment le manque de stabilité dans le cabinet qui va être stressante aussi. Il y a la dimension financière, mais il y a aussi cette question, j'ai l'impression, sous-jacente de quand est-ce que tout va s'écrouler, quoi, tu vois. Et si vraiment ça va commencer à s'arrêter de marcher, en fait, s'arrêter de fonctionner. Donc ça, forcément, ça crée un peu des tremblements. Ensuite, ça impacte le mindset et l'effet domino sur l'activité. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Ensuite, alors les peurs, faire de la pub, être jugé, te montrer, ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi, c'est fréquent. Très, 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 très fréquent, Fanny, c'est très bien que tu l'aies mentionné. On va aller attaquer tout ça et voir surtout d'où ça vient et ce que tu peux faire. Donc, et après, on verra la suite après. Donc, on va faire une chose à la fois, sinon, merde, comme d'habitude. Ok, donc du coup, là, je vais partir. Ah oui, alors du coup, je t'ai mis cette image. Elle m'a trop fait rire. Voilà, donc là c'est le moment où je me transforme en Gordon Ramsay avec mes couteaux bien acérés et où je vais aller te découper le poisson ou le steak de ton cabinet et vraiment te ressortir les boudos qu'il y a dedans, tu vois. Donc accroche-toi, en vrai ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, faut pas que je fasse peur aux gens, après j'ai plus rien de clients moi. Donc, du coup, poser plus de suivi. Déjà, on va partir là-dessus parce que c'est vraiment le truc qui, ça, pourrait complètement débloquer la situation dans ton cabinet. Je pense que vraiment, si t'apprends à structurer des bonnes phases de soins avec un bon parcours, d'apprendre à construire un parcours de soins avec tes patients, déjà, là, rien que ce truc-là, pour la majorité de mes élèves, sans même qu'on touche à leur acquisition, donc on parle même pas des pubs, on parle même pas du site internet, on parle même pas de tout ça, là, des nouveaux patients, juste en mettant en place des procédures de cab. Je crois que c'était, enfin, là, vraiment, une avec qui c'était flagrant, c'était Anne-Sophie, par exemple, tu vois. Pauline, pareil. Enfin, en fait, il y en a plein. Et là, j'en ai encore certains. Allez regarder la vidéo que j'ai uploadée la dernière sur où je parle des victoires du vendredi. Dès que les gens commencent à mettre en place une bonne structure de soins qui, des fois, s'accompagne de mettre en place aussi des forfaits, mais les forfaits sont absolument pas obligatoires pour stabiliser un cabinet et poser des suivis correctement et comme il faut. J'ai fait une vidéo entière aussi, d'ailleurs, sur les suivis, qui est très intéressante, qui va aussi t'aider à comprendre tout ça, je pense. Mais oui, rien que ce point-là, en fait, de mettre en place des bonnes procédures, donc première visite et compte rendu, ou les deux ensemble. J'ai des élèves qui font les deux séparément en journée, qui font les deux ensemble, et en fait, les deux passent très bien. Avec les scripts adaptés, la posture adaptée, comment rester tout ça avec le bon ton de voix, le bon rythme, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent, qui sont très subtils, en fait. Et c'est pas juste apprendre le script, rester le script, non. C'est pas juste ça, c'est vraiment comment tu incarnes le script. Et après tout le système de réévaluation, je suis convaincue que déjà juste en mettant ça en place dans ton cabinet, ça t'apportera de la stabilité intérieure. Parce qu'en fait, je pense, Fanny, que quand je te lis, oui, il y a une instabilité financière qui est un peu relou, mais je pense que ça s'arrête là. C'est-à-dire que le financier est juste un peu chiant. Je pense, en fait, là, quand je te lis tout ça, que, en fait, tu verras, c'est ce qui ressort vraiment de ton analyse, c'est que il y a un gros manque de structure et de clarté.
dans la vision que tu as et de comment les choses sont organisées. C'est pour ça qu'il y a une grosse perte, une déperdition énergétique, parce qu'il y a beaucoup de friction de par les peurs que tu as à l'intérieur de toi, le manque de structure et le manque de clarté. Et du coup, forcément, c'est fatigant. Tu sais pas exactement où tu vas, tu sais pas exactement comment tu vas. Et donc euh, ce flou est juste éreintant en fait, j'imagine. Donc, et les peurs viennent t'alourdir. Ça, je te donnerai un protocole juste après pour ça. Donc, là, l'idée, pour poser plus de suivi, avant même de parler de script, de procédure, de cabinet et tout ça, donc ça, c'est ce que j'enseigne dans le système, de toute façon, je peux pas te les transmettre là en l'espèce de, je sais pas, je suis déjà 10 minutes que je parle, regarde. Donc, voilà. Déjà, pour toi, Fanny, la base, ça va être d'avoir plus de gagner de la clarté sur la transformation par laquelle passe ton patient. C'est-à-dire, il part de quel point, il arrive à quel point. Quand toi, tu as de la clarté, même avant de le communiquer, quand tu as de la clarté sur, ok, voici la situation initiale de mon patient, voici la situation dans laquelle il sera dans X temps, donc dans 3 mois, dans 6 mois, tout ça, donc c'est ce que je t'ai mis. Tu vois, par exemple, quelque chose que je disais moi souvent, c'était pendant mes ROF, et aussi, alors, voilà, je peux pas rentrer dans les détails, sinon ça va vraiment durer 1000 ans, mais j'avais un système de rééval où je faisais aussi un check-in, c'est-à-dire un drop-in, genre en français, en gros, une sorte de mini-rééval dans la première phase de soins. Parce que c'est vraiment là, c'est important, c'est le début et tout, donc je voulais vraiment m'assurer que tout allait bien. Après, c'est visite, du coup, un petit check-in, puis après, boum, la full rééval, après tout est visite, quoi. Purée, pourquoi je te raconte ça? J'oublie toujours mon fil. Donc, le pourcentage d'amélioration. Oui, heureusement, j'ai marqué des notes. Le pourcentage d'amélioration, du coup, c'est ce que je disais, par exemple, tu sais, au compte rendu aux patients. Donc là, je leur disais, à ce stade, moi, je vois que la majorité des gens ont une amélioration généralement de 80% par rapport à leurs symptômes, ou de 40%, peu importe le point, en fait, que je mettais sur leur... Ah, j'ai oublié de te mettre... j'avais un petit livret que je donne aussi à mes élèves, où je pouvais vraiment visuellement leur expliquer tout ça. Donc, c'est pas une garantie de résultat, c'est juste que je vais leur expliquer concrètement au cabinet, voici les résultats typiques que j'ai avec mes patients, en général. Comme là, je pourrais dire les résultats typiques que j'ai avec mes élèves. Voilà, je vais expliquer juste comment je travaillais, grosso modo. Et donc, ça leur donne ça, parce que aussi, déjà, donc eux, ça leur donnait une idée claire de la transformation à laquelle ils pouvaient s'attendre, ok. Mais en plus de ça, avant de pouvoir les communiquer, moi, j'avais énormément de clarté sur ce que je faisais, où j'étais capable d'emmener quelqu'un, jusqu'à quel point, dans quel niveau de profondeur, dans quel niveau de guérison, et à quel point j'étais capable d'accompagner la personne, en fait. Et juste, en fait, avoir cette clarté dans ce que je faisais concrètement, dans c'était quoi mon métier, c'était quel impact j'avais dans la vie des gens, concrètement, qu'est-ce que je faisais pour eux, bah, en fait, c'était hyper facile de me vendre, de proposer mes services, de dire, bah oui, c'est à ça, viens me voir, je vais t'aider, tu vois. Donc ça naît de la clarté. Au même titre que là, moi, je prends ton cas, je te dis, Fanny, si on travaille ensemble, là, dans 3 à 6 mois, ton cabinet, il y a des chances qu'il soit plein. Parce que, en fait, bah, c'est logique pour moi. Tu me présentes des choses que j'avais dû résoudre. Donc, déjà, ça, c'est cool. Ça veut dire que ça rentre dans mon champ d'expertise. T'es chiro. Donc, en plus de ça, encore un truc sur lequel je peux t'aider, parce que je partage la même profession. Les ostéos, c'est facile aussi, parce qu'on a même les éthiopathes, c'est vraiment les 3 professions qui sont ultra simples pour moi d'aider, parce qu'elles sont quand même très proches. Donc, ensuite, je suis capable de te décrire un plan aussi. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, blablabla. Et puis de t'expliquer en quoi chaque étape va être utile à ton cabinet. Tu vois? Et en fait, tout ça, je peux te l'expliquer dans ce cadre-là, parce que, bon, j'ai l'expérience et l'expertise pour, et les résultats, concrètement, avec moi, avec mes élèves, avec Léa, enfin avec beaucoup de personnes. Donc, ça aide. Mais surtout, j'ai vraiment de la clarté sur le processus. Et en fait, c'est ça qui manque souvent dans les cabinets aux gens. C'est qu'ils y vont complètement à l'aveugle. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, de comment structurer les choses, de concrètement, c'est quoi l'étape 1, 2, 3 dans leur parcours de soins. Et en fait, ce manque de structure, finalement, crée du flou, donc un manque de clarté, qui crée un manque de confiance en soi, parce que quand il y a du flou quelque part, tu peux pas avoir une posture solide et ancrée et stable, tu vois. Quand il y a une zone de flou, ça crée un petit peu d'instabilité. Tu vois, c'est comme quand tu vas vers quelque chose, tu sais pas trop. Tu vois, par exemple, t'es sur... Enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, c'est comme dans tout, en fait. Hein. La clarté apporte de la sérénité. Parce que tu sais qu'il y a un processus, tu déroules le processus, et même toi, en tant que praticien, ça te soulage en cabinet, ça te soulage mentalement énormément, en fait, de savoir
où tu vas et comment tu y vas. Donc, mais c'est comme ça pour tout. Et après, autre chose par rapport à la confiance en soi, parce que tu m'as cité ça. Donc, quand tu as de la clarté, que ta vision est très claire, donc tu arrives à le communiquer, après, la confiance en soi se construit aussi avec l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, au plus tu appliques ton processus, tu as des résultats. Moi, je suis capable d'avoir confiance en moi quand je te propose, par exemple, mes services dans ce cadre-là, mais c'est le même type de confiance en moi que j'avais en cabinet. Pourquoi ? Parce que simplement, je sais que ce que je fais, ça fonctionne. Donc, est-ce que j'ai eu des résultats ? En fait, c'est le passage à l'action va générer des résultats. Peu importe le type de résultat, si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de compétences, il y a des trucs encore à débloquer, tout ça. Tu débloques jusqu'à ce que ça marche. Quand ça marche et que tu commences concrètement à aider des gens, tout ça, comme quand tu as appris à ajuster, tu as des résultats. Et ces résultats-là, dans la matière, vont venir renforcer la confiance en toi. Et en fait, c'est seulement comme ça, en passant massivement à l'action, que tu auras des résultats. En fait, peu importe la nature des résultats, qui vont te donner en fait un feedback sur ce que tu fais. Et ensuite, tu pourras soit affiner pour devenir encore meilleur, soit dire ok, là je suis satisfaite, cette transformation convient à ce que je veux faire, j'ai des résultats avec ça, top, maintenant c'est bon, j'ai vraiment confiance en moi, je suis capable d'aider 80% des gens, 90% des gens qui viennent dans mon cabinet avec ce problème-là. Du coup, c'est bon, il n'y a plus de problème de confiance en soi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, je vais repartir là-dessus parce que je t'ai marqué des trucs importants. Donc là, ok. Donc là, les points de repère concrets dont je te parle, objectif, subjectif, ça, va voir la vidéo que j'ai fait sur le suivi, j'explicite ça vraiment bien. Donc ça va être par exemple pas juste basé sur la douleur du patient pour savoir s'il va mieux. Tu vois, prends d'autres repères beaucoup plus larges pour faire une évaluation initiale et après tu te resserres de ces repères-là à chaque évaluation. Grosso modo, ça va être ça et ça va t'aider à structurer, comme j'ai dit, un parcours de soins avec des phases et avec des objectifs à chaque phase. Tout va. Ouais. Donc ça c'est bien, ça va bien. Ensuite, autre chose de très important, comprendre le big why du patient. Donc, le patient, il n'est jamais là, devant toi, juste parce qu'il veut se débarrasser d'une douleur. Ok, il a mal, c'est ce qu'il te dit, je suis là parce que j'ai mal. En réalité, il est là pour autre chose. Pourquoi ? Parce que s'il était juste là parce qu'il allait mal, il y a des solutions bien moins chères quand on a mal, le Doliprane, les anti-inflammatoires, et voire même dans certains qui prennent du tramadol et des trucs comme ça. Tu vois. Donc, si il est devant toi, qui paye de sa poche pour trouver une solution, c'est que sa douleur impacte quelque chose concrètement qui l'a poussé à passer à l'action. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu découvres. Quand tu découvres ça, tu découvres la motivation profonde de ton patient, ce qu'il a, dont lui, souvent, n'est même pas conscient. Les gens ne mentent pas quand ils te disent « Ouais, je suis là parce que j'ai mal », tu vois. Non, ils mentent pas. Genre, eux, ils en sont vraiment convaincus. Après, c'est notre job. Donc là, c'est exactement ce que j'enseigne dans le programme. Et c'est ça le but de tout le script de, par exemple, l'anamnèse, c'est de réussir, enfin, c'est pas l'unique but, évidemment, mais c'est inclus dedans, on va dire, inclus dans les objectifs de l'anamnèse, c'est de comprendre pourquoi le patient se trouve devant toi aujourd'hui. Et pourquoi c'est important pour lui de se débarrasser de ce problème-là, le problème avec lequel il vient en cabinet, basiquement. Quand tu comprends ça, là, boum, tu sais exactement ce que tu as en face de toi, et tu rends le patient, c'est ça qui est vraiment important en fait, c'est que tu rends le patient conscient de ça. Tu lui fais prendre conscience de pourquoi lui, il est là. Et là, quand il prend conscience que c'est important pour lui, parce qu'il a compris pourquoi il était là, ça, c'est quelqu'un qui va s'investir et qui va rester jusqu'à temps qu'il ait ses résultats. Et il y a des chances qu'il comprenne même le message de prévention. Enfin, c'est pas qu'il y a des chances, c'est que c'est quasiment sûr. Parce qu'il aura vécu une fois ce problème-là, il voudra surtout pas que ça revienne. Et là, c'est un patient, il va carrément te suivre. Parce que du coup, il va voir concrètement que tu as eu un vrai impact sur sa vie, bien au-delà de juste la douleur. Voilà. Donc, si ces trois éléments sont réunis, il n'y a aucune raison, en fait, que le patient dise non à des suivis. Et encore une fois, va voir la vidéo là où je parle des dernières victoires du vendredi avec mes élèves. Tu vois, j'en ai une qui a littéralement écrit, c'était un truc de fou, mais tu vois, qui a littéralement écrit un truc du style qu'elle se bloquait vraiment toute seule pour poser des suivis plus rapprochés, des visites plus rapprochées. Et en fait, elle a juste mis sa peur de côté. Elle a commencé à proposer ça à des patients, alors que ça fait que quelques semaines qu'elle est rentrée en programme. Et en fait, elle s'est rendue compte que les gens, ils adhéraient complètement. Et qu'il n'y avait aucune résistance des patients. Et ça, c'est des trucs que j'entends vraiment tout le temps dans le programme.
Parce qu'en fait, on se bloque tout seul. Les gens, et c'est ça qu'elle avait écrit. Tu verras dans la vidéo. J'ai vraiment envie le screenshot, j'ai juste masqué son nom et son numéro de téléphone. Mais c'est une Kiro aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, un peu comme toi, même encore plus diplômée depuis encore plus longtemps, je crois, d'ailleurs, peut-être bien. Bref. Mais en tout cas, tu vois, elle s'est bien rendu compte que c'était elle le problème dans son cabinet. Elle se bloquait toute seule et elle l'a écrit. Les patients, c'est vrai qu'ils veulent juste aller mieux. Elle l'a écrit noir sur blanc. Donc, enfin, ouais. Donc, bref, on revient à nos moutons. Si ces 3 éléments sont réunis, donc, comme j'ai dit, parcours de soins clair et structuré, avec première visite, ROF, donc compte rendu et rééval. Ensuite, comprendre la motivation intrinsèque du patient, la motivation importante, le big why. Oh, ça me gratte. Donc, si c'est clair pour toi et pour lui. Et ensuite, ah bah oui, donc ça j'ai dit, en fait ça rejoint le troisième rejoint le premier. Donc avoir des bonnes stratégies. Donc là c'est plutôt vraiment les scripts concrètement, quoi dire, comment l'incarner. Et après, en vrai, Quant à ça, je vois vraiment pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que t'arrives pas à structurer tes soins et que les patients te suivent dans les suivis, sauf, et là c'est ce que j'ai mis en dessous, sauf si on a des blocages intérieurs. Et donc, les blocages intérieurs là qui peuvent survenir justement, t'empêcher de faire ça, ça va être quoi? Ça va être le mindset, donc les modèles mentaux que t'as dans la tête. Ça, par exemple, ça va se refléter comment? Ça va être la vision de ce que tu fais en cabinet. Donc, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, vraiment un cours, parce que c'est trop important, mais en gros, t'as 4 niveaux. T'as la plupart des gens qui sortent de l'école, de l'EFEC, s'arrêtent au niveau symptomatique. Donc, ils sont là en mode, ah, quelqu'un, il vient me voir parce qu'il a mal. Bon, bah, forcément, ils vont faire, un peu comme tu fais, tu vois, ou comme les gens font, des fois, ils vont poser 2-3 suivis. Puis après, ils espèrent que ça marche et que personne soit content. Et puis voilà, de toute façon, la personne ne revient pas. Qu'elle aille mieux ou qu'elle va mieux, elle ne revient pas. Si elle va mieux, elle se dira qu'elle ne revient pas parce que c'est bon, son problème est réglé, elle va mieux. Et si ça va pas mieux, elle n'en pas parce qu'elle se dit, de toute façon, je perds mon argent. Voilà, dans tous les cas, c'est pas bon de faire ça. Le deuxième niveau de profondeur, c'est là quand tu commences à travailler plus sur la cause. Donc là que tu as un discours du style plus, ok, il y a le symptôme, mais nous, on va aller voir vraiment encore de manière globale, une approche holistique, on va aller remonter vraiment à la cause du problème. Ok. Donc là, déjà, c'est mieux. Là, il y a des chances, et c'est ce qui arrive des fois à certains de mes élèves. Tu passes comme du niveau 1 au niveau 2. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est vachement intéressant. Parce que du coup, j'avais jamais fait le lien, mais en fait, c'est carrément ça le problème. C'est qu'en fait, quand t'es au niveau 2, les gens vont te suivre. Donc, pour les premières phases de soins, par exemple, ils vont te suivre pour la phase initiale, puis après la phase de stabilisation, mais après, ils vont drop out. Genre, ils vont s'arrêter, par exemple, à la phase de maintenance ou de prévention, peu importe le nom que tu leur donnes à ces phases-là. Basiquement, phase 1, 2, 3, quoi. Et en fait, justement, c'est pour ça. C'est parce que ils t'ont suivi, t'es remonté jusqu'à la cause, ils font vachement mieux, et ils disent, bah, ok, c'est bon, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est intéressant d'essayer d'aller débloquer les niveaux 3 et même le niveau 4. Là, c'est un autre délire. Le niveau 3, ça va être quoi? Là, ça va être vraiment un travail au niveau de l'identité. C'est-à-dire que, en fait, le niveau 3, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, la bascule que je vois chez, par exemple, toi, t'es Kiro, donc je prends cet exemple-là, entre les Kiro du niveau 2. Donc, par exemple, mes élèves qui transitionnent, les premiers mots du programme, ils passent du niveau 1 au niveau 2. Puis après, ils ont mal à la maintenant, c'est tout. Donc là, ils sont déjà en niveau de profondeur mieux que le niveau 1, ils sont plus symptomatiques, ils sont au niveau de la cause, mais ils sont pas encore au niveau du shift identitaire, de l'identité. Donc, là, en gros, ce qui se passe, le shift identitaire, il s'opère à 2 niveaux. Il va s'opérer de 1 à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas plus juste te voir comme un thérapeute, parce qu'un chiro c'est un thérapeute, c'est quelqu'un qui soigne les gens. T'es plus juste quelqu'un qui soigne les gens, tu te vois comme quelqu'un qui accompagne les gens, qui accompagne tes patients sur leur chemin de vie. D'accord? Donc déjà, il y a ce shift-là qui s'opère à l'intérieur de toi. En parallèle, il y a aussi le shift thérapeute-entrepreneur. Donc là, ça se peut qu'en parallèle de ça, ce serait hyper logique, de toute façon ça se passe en même temps, que tu shifts, tu te dis, ah ok, genre quand j'ai les mains sur le patient, que à partir du moment où tu as un patient en face de toi, tu mets ta casquette thérapeute, d'accord? Tu ne penses pas à l'argent, tu ne penses pas à tes factures, tu ne penses pas à quoi que ce soit relatif au business, tu te concentres à 100% sur la personne. Et c'est très important de faire ça parce que sinon les gens vont le sentir. Donc là, dans un an, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Tu es juste focus sur la personne en face de toi. Après, dès que tu n'es plus en contact avec les patients,
pouf, là, tu remets ta casquette d'entrepreneur et tu travailles sur ton business, d'accord? Donc déjà, c'est comme ça que moi, je jongle entre les deux et ça marchait vraiment bien quand j'avais le cabinet. Voilà. Et ça te permet de toujours vraiment garder cette ligne de conduite avec les gens aussi, tu vois. Ouais, c'est vraiment super important de savoir vraiment quand mettre quelle casquette. Voilà. Et les deux s'entraident, se nourrissent entre elles, tu vois. Ça, j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Mais oui, et du coup, là déjà, il y a un champ plus profond. Et aussi, l'autre shift identitaire qui se passe, et ça c'est un truc vraiment que j'ai remarqué dans mon propre cab quand j'étais en Hollande, c'était que les patients, ils arrivent comme des patients, et après, ils se transforment en personnes que tu accompagnes. Donc là, je sais que ça fait grincer des dents, mais après, ça devient des clients. Et un client, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui fait le choix, en fait. Par exemple, le client qui va à la salle de sport, ou à la piscine, ou, je sais pas, au salon de coiffure, il y va parce qu'il a vraiment envie. Tu vois, c'est ça pour moi la différence. Le patient, il vient parce qu'il a vraiment besoin. Donc là, c'est une transition subtile qui s'opère au fur et à mesure. Mais tu verras qu'en fait, tes patients, après, quand ils sont au stade de prévention et qui font le choix, de part avec ton discours et comment tu l'as structuré, qui font le choix de continuer à venir te consulter pour prendre... Après, les gens, ils ont un raison de venir, tu vois. Pour prendre soin d'eux, pour être en meilleure santé, pour continuer à bien performer, enfin, il y a plein de raisons, tu vois. Mais ils jugent important pour eux de venir te voir. Bah là, c'est plus des, là, c'est des patients, c'est des gens vraiment qui transitionnent plus dans un mindset de client. Tu vois, ils viennent te voir pour un service que tu lui donnes, que tu leur donnes. Mais je sais qu'il y a des chiro, tu vois, qui appellent leurs clients des clients. Il y a plein de thérapeutes qui appellent des clients des clients. Ouais, vraiment, j'ai remarqué ce shift de posture chez les personnes que j'accompagnais. Au départ, ils arrivent comme des patients. Et là, du coup, bah, c'est pour ça que la casquette de chiro et de thérapeute est très importante, parce qu'elle te permet, en fait, de garder vraiment une éthique, tu vois, dans ta manière de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un patient en face de toi, un patient, ça sous-entend quelqu'un qui a une douleur, qui a quand même besoin de toi, et surtout ça sous-entend qu'il y a une relation comme ça, asymétrique, tu vois. Donc, toi, tu as une position d'autorité, en fait, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut toujours garder ça en tête, d'accord? Que les patients, ils arrivent dans une position, ils sont vulnérables. Donc, du coup, ça demande, nous, d'être vraiment de garder en check toujours qu'on a une éthique irréprochable, en fait. Et donc, c'est pour ça que je te parlais de la casquette du thérapeute. Parce que le thérapeute, lui, son goal, c'est vraiment que la personne en face de lui aille mieux. C'est tout. Il n'y a pas d'autre objectif, c'est que ça, son objectif. C'est que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as ta casquette de thérapeute, je te disais, tu ne penses plus à l'argent, tu ne penses plus à tes factures, tu ne penses plus à ton stress. Non. Parce que sinon, ça va fausser tes recommandations. Et par exemple, c'est comme ça que des fois, on peut... c'est marrant parce que j'ai fait une autre analyse où la personne avait peur d'arnaquer ses patients en posant plus de suivi, mais parce que aussi elle manquait cruellement d'argent. Tu vois, toi, t'as un niveau, t'es un peu confortable. 1900 par mois, c'est pas officiel, mais ça va, tu vois, tu crèves pas la dalle. Voilà. Bah, elle, si. La petite que j'ai fait l'analyse, là, c'était une ostéo. Elle, vraiment, elle gagnait pas de thunes. Donc, forcément, là, le problème, c'est qu'en fait, ça vient jouer dans la formation de soins, et ça, il faut pas. Parce que sinon, ça fausse le truc, et t'es plus dans ton cœur, t'es dans ta tête, et surtout, tu te fais passer, toi, tes propres besoins avant le patient, en fait. Forcément, t'as l'impression d'arnaquer les gens. Et c'est là que ça vient, en fait, cette impression d'arnaquer les gens. En fait, c'est bizarre, mais finalement, moins on gagne d'argent, plus on est susceptible d'arnaquer les gens. Parce qu'en fait, plus t'as un revenu conséquent, moins t'as besoin d'argent, en fait. Donc, la personne, t'es juste capable de le recommander. Ce que tu juges, toi, si t'es honnête avec toi-même et ton raisonnement intellectuel, ton analyse de chiro, ou de thérapeute en général, ceux qui ne sont pas chiro, dans ce cas-là, t'es capable tu sais, tu t'en fous complètement, en fait, de l'argent, et t'es là, tu dis, ok, elle, ce qu'il lui faut pour aller mieux, c'est ça. Et rien d'autre. Pour l'instant, c'est ça. Tu vois. Donc ouais, pour moi c'était vachement important. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé et je devrais parce qu'en vrai c'est un thème vraiment fondamental, je trouve, à comprendre. Ça, tu vois, ça fait partie des modèles mentaux, ça justement. C'est pour ça que je t'en parle. Ça, des modèles mentaux comme ça, quand tu commences à les développer et à avoir adopté les bons modèles mentaux, ça te révolutionne ce que t'as dans ta tête, en fait. Donc par conséquent,
tu sais, ton monde extérieur est le reflet de ce que t'as dans ta tête, ce que t'incarnes, ce que tu dégages, tu vois, comme énergie. Et ça, c'est directement lié. C'est comme par exemple la différence entre quelqu'un qui va faire du sport pour prendre soin de son corps, et du coup ça va lui donner du plaisir et le aimer, et quelqu'un qui fait du sport pour perdre du poids. C'est pas du tout la même intention, c'est pas du tout le même modèle mental, et en fait les deux vont donner des résultats très différents, et surtout dans l'énergie de la personne ça va être très très différent. Il y en a une qui va subir, l'autre qui va choisir. Bah voilà, en fait c'est toujours un peu ça. Donc voilà, bref. C'est ça que je voulais dire. Donc, si t'as pas les bons modèles mentaux et donc le bon mindset global, ça va être compliqué de faire fonctionner les choses. Ensuite, on a parlé déjà du manque de clarté, du manque de vision. Et après, ta motivation intrinsèque et tes peurs. Et en fait, en vrai, si t'apprends le protocole pour faire sauter les peurs une à une tranquillement, que ta motivation... Donc ça, on va le voir juste après. Hein. Et pareil pour la motivation intrinsèque, ça est très clair. Pareil pour la vision de ce que tu fais et la clarté que t'as en cabinet et que t'as les bons modèles mentaux, là vraiment il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Là vraiment si ça fonctionne pas, franchement, je demande à voir en vrai. Ce sera un bon challenge d'aligner tout ça, là, tout ce que je viens de dire, tout ce qui apparaît à l'écran, et que ça marche toujours pas. Franchement, je me dis mais c'est impossible. Donc bref, allez, on va passer maintenant à la suite. Donc toi, ce que tu me dis, c'est que tu crois pas en toi, que t'es épuisé par ton agenda en gruyère, donc avec des trous toute la journée, manque de stabilité financière et beaucoup de peur. Donc moi, ce que je vois en fait dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a ça. On a Fanny qui a peur. Voilà. Et en fait, là où on veut aller, attends, je vais dézoomer pour qu'on voit clair, c'est ça. Donc, on veut passer de Fanny qui a peur à une Fanny libérée, qui ose, qui est bien, qui est heureuse, qui est détendue, qui sait pourquoi elle fait les choses, pourquoi elle les fait comme elle les fait, et que si quelqu'un, par exemple, vient la critiquer ou dire quoi que ce soit, ou dire « Ah, mais tu poses 6 suivis en l'espace de 4 semaines, ah, mais c'est pas honte, c'est beaucoup et tout », bah, elle va être capable d'expliquer « Bah non, en fait, tu sais, c'est toi qui devrais avoir honte de pas le faire, parce qu'en fait, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, boum, voilà pourquoi je fais ça. » Bam. Ok. Donc, pour passer de ça à ça, comment on fait? Eh ben, en fait, moi, ce que j'ai identifié dans ce que tu m'as dit, Fanny, je vais reprendre ça. Tu vas voir, je t'ai mis des petites questions ici à te poser. C'est, en fait, il y a beaucoup de peur. Tu m'as dit la peur de te montrer. La peur de te montrer. En fait, j'aime bien aller voir avec mes élèves la peur qui se cache derrière la peur. Parce qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'on a peur de quelque chose, mais en fait, c'est le truc qui est juste devant ton nez. Tu vois? Et en fait, quand t'enlèves le truc devant ton nez, que tu regardes derrière, tu vois qu'en fait, derrière ça, il y a vraiment autre chose qui te fait peur. Et c'est ce truc-là qu'il faut aller cibler. Et en fait, tu peux remonter comme ça un fil. Tu vois. Donc, par exemple, la peur de se montrer, ça peut être quoi? Ça, c'est ce que tu m'as écrit en plus. Hein. La peur d'être jugé. Parce que si tu te montres, tu prends le risque d'être vu. Être vu égale être jugé. Parce que tout le monde a le droit, tout le monde a ses opinions, en fait. Tu vois, tout le monde, et les gens, ils te jugent, en fait, déjà. C'est déjà le cas. Parce que tout le monde a ses perceptions, tout le monde, tu vois, par exemple, là, regarde, une vidéo comme ça. Il y en a, ils pourraient se dire, oh putain, elle parle trop. Il y en a, ils pourraient dire, oh là là, c'est chiant. Puis à l'inverse, il y en a d'autres qui pourraient dire, putain, c'est pas assez. Genre, c'est trop intéressant, je veux en savoir plus. Il y en a d'autres qui pourraient se dire, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, les gens? Tu vois, ouais, elle fait ça que pour l'argent. Ça, je suis sûre qu'il n'y en a pas qui se disent en vrai. Mais tu vois, t'en as d'autres qui vont se dire, complètement l'inverse. Ils vont se dire, tiens, elle donne gratuitement de son temps, genre 40-45 minutes pour analyser une situation alors que la personne ne l'a même pas payée, tu vois. C'est ouf, c'est hyper généreux en fait. Sachant que moi, mon taux horaire, il est quand même élevé, tu vois, aujourd'hui. C'était pas comme il y a 5 ans quand t'es marié, tu vois. Donc, tu vois, en fait, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. On a tous des filtres, ok, des perceptions, en fait. Et pour une même situation, il va y avoir 1 million de perceptions différentes. Donc, au lieu de se plier, en fait, à ce qu'on croit que les autres veulent de nous, donc à leurs attentes, ou plutôt à ce qu'on se dit qu'ils attendent de nous, donc nous, nos perceptions de leurs attentes, sachant qu'en fait, dans tous les cas, on va être jugé. Autant juste être toi-même, tu vois. Franchement, ça te coûtera moins d'énergie, tu te casseras moins le cul et tu seras beaucoup plus heureuse. Donc, la peur de se montrer, souvent, c'est la peur d'être jugé. La peur d'être jugé peut alors, je dis pas que c'est le cas chez toi, mais c'est une cascade qui est très fréquente, on va dire. La peur d'être rejeté. Donc, comme on a dit, l'autre a une perception négative de ce que tu fais.
parce qu'il choisit de voir à travers son filtre, il perçoit que le négatif. Par exemple, la pub c'est mal et tout machin, c'est commercial. Ouais, mais la pub, c'est génial aussi en fait, parce que ça permet d'attirer des gens au cabinet que tu peux vraiment aider. Et en fait, est-ce que c'est pas juste super éthique si tu peux aider des gens? Est-ce que c'est pas juste ta mission et ton devoir de te faire connaître pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent aller mieux? Bah moi je pense que si. Donc en fait, ce serait presque un devoir de faire de la publicité pour que les bonnes personnes puissent te trouver, puissent avoir des résultats et puissent aller mieux. Tu vois? Donc, en fait, la personne qui ne fait pas de pub, qui ne communique pas, qui reste tout seul dans son coin et qui n'utilise pas le don ou le talent qu'elle a pour aider les gens, c'est elle qui est pas éthique. Tu vois? Ça, c'est ma perception. Ça, c'est ma croyance. Voilà. Et je pense que c'est une croyance qui m'a aidé à avoir beaucoup de succès en cabinet. Donc, la peur d'être rejeté, et sous la peur d'être rejeté se cache du coup une peur assez profonde qui est la peur de ne pas être aimé. Voilà. Donc très souvent, donc tu vois qu'en fait, en remontant, c'est quoi la peur? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ok, de quoi j'ai vraiment peur? Par exemple, je suis jugée. C'est quoi qui me fait vraiment peur dans ce scénario-là? Ah bah c'est que les gens du coup ils me rejettent. Ok. Et si je suis rejetée? C'est quoi qui me fait vraiment peur? Là, imagine d'un coup les gens ils me tournent le dos. Tu vois, sachant que il y a jamais personne qui va. Tout le monde te tourne le dos en même temps. Tu vois, il y a des mecs qui font des trucs horribles, ils vont en prison. Bah leur mère, elle vient quand même le voir en prison, tu vois. Donc, bah du coup, imagine, ok, je suis rejetée, tout le monde me rejette. Comment je me sens? Bah je me sens, par exemple, toute seule et pas aimée. Voilà. Et là, t'es dans le dur. Là, t'es dans l'émotion. Donc, ce qui nous amène à ça, du coup, ce qui est important quand on a peur, en fait, on n'a pas peur, on n'a jamais peur de l'événement en soi. Très souvent, ce qu'on fuit, c'est à l'intérieur, c'est comment on va se sentir. Ce qu'on fuit, c'est une émotion. C'est l'émotion que va nous générer la situation. Donc là, par exemple, il y en a certains, par exemple, tu vois, si une personne leur dit ouais, toi je t'aime pas, ils vont dire bah ok, t'as le droit en fait, tu sais, fine, en fait, tu vois. Mais t'en as d'autres, ils vont s'écrouler par terre. Et donc, qu'est-ce qui explique? Bon alors, ce qui explique, c'est très simple, hein, il y a plein de choses. Il peut y avoir une transgénérationnelle, il peut y avoir la manière souvent dont on a été élevé, formaté, matrixé par nos parents, notre famille, enfin tout ça, souvent ça va être ça. Mais bref, on s'en fout de savoir pourquoi. L'idée, en fait, c'est de ressentir cette émotion-là, en fait. De réussir à la vivre. Parce que c'est seulement quand tu arrives à traverser ton émotion que tu la libères. C'est pas en la fuyant. Plus tu la fuis, plus tu fais grossir la peur autour de ça, en fait. Donc, comprendre l'émotion sous-jacente. Et après, je vais te poser, tu vois, 3 questions. Est-ce que c'est important pour toi de remplir ton cabinet? Ensuite, si c'est important pour toi, c'est vital, crucial pour toi, dans ce cas-là, tu vas écrire, enfin si tu le fais toute seule, hein, cet exercice, pourquoi c'est important pour toi. Et là, vraiment, tu vois. Et alors, il faut pas me sortir pour aider plus de monde. Non, j'ai pas dit qu'est-ce qui est important pour les autres. J'ai dit qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de faire marcher ton cabinet. Comment tu vas te sentir? Bah par exemple, je vais me sentir trop bien, trop heureuse, libre. Tu vois, par exemple. Moi, je me sentais vachement bien et vachement libre et je me sentais comme une belle gosse quand mon cabinet était rempli à fond les ballons, tu vois, à bloc. Ok. Et ça, c'est important pour toi? Ah bah ouais, c'était grave important pour moi. Franchement, à cette époque-là, c'était grave important pour moi. Donc, là, t'as découvert ton big why. T'as découvert ta motivation intrinsèque. Donc, quand ça c'est au clair, dans ce cas-là, pose-toi la question. Est-ce que maintenant que t'as découvert ça, pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que du coup c'est envisageable pour toi d'abandonner l'idée de faire marcher ton cabinet? Par exemple, est-ce que c'est ok, envisageable, acceptable d'avoir pour toujours un cabinet qui ne marche pas? Et si là au fond de toi tu sens, putain non, bah dans ce cas-là c'est bon signe. Ça veut dire que t'as vraiment envie de réussir, en fait. Malgré tes couches de peur et de conditionnement, t'as vraiment envie de réussir. Par contre, si là, tu dis ouais bah en fait si ça irait, si mon cabinet stagne, ça veut dire que c'était pas une priorité et que ta motivation intrinsèque est peut-être pas assez puissante, en fait. Donc, les peurs qui t'arrêtent, elles sont plus puissantes que ta motivation. C'est pour ça qu'en fait tu stagnes et que tu passes pas à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si au fond de toi t'as le feu et que tu te dis ouais non putain, enfin moi j'ai vraiment envie d'avoir un cap qui marche en fait, ok? Dans ce cas-là, on passe à
ça, l'équation du succès. Donc là, par exemple, l'équation du succès, ça va vraiment reposer sur 3 choses. Ta motivation intrinsèque. Et là, il faut absolument que ta motivation soit pas seulement donc liée à de la peur, genre je veux gagner plus d'argent parce que j'ai pas assez d'argent, ça c'est bien au début, mais au bout d'un moment ça tient plus. Il faut que ta motivation intrinsèque vraiment soit liée au plaisir. Donc, comme pour ça que je t'ai dit, comment ça va te faire sentir si là demain ton câble est rempli, ou si demain c'est trop brusque, par exemple, ou dans 3 mois, ton câble est rempli comme tu veux, donc là à la hauteur de tes objectifs, et toi ce que tu m'avais écrit, fais voir, tes objectifs, on les avait pas encore vus, c'était ça. Donc, 30 patients sur 3 jours, on dit 10 consultations par jour, c'est très bien, bah tu vas renouer avec un message aligné, oui bah évidemment, hein. Et là, 40 sur 3, oui bah voilà, après tu verras hein, ce que tu es capable de faire, il y a pas de problème, et oui donc, enfin, ok, et puis après financer un style de vie et préparer ta retraite et tes enfants. Là bah c'est super important. Mais du coup, ok, alors du coup là, dis-toi, ok, si mon câble est rempli là, allez, entre 30 et 40 par semaine, comment est-ce que tu te sentirais? Et si en toi tu sens vraiment un truc de ça serait trop cool et tout, vraiment tu te dis ok, bon, bah là, ça y est. Après, il faut que tu comprennes, du coup, ok, tu sais que tu veux vraiment y aller, t'as une motivation intrinsèque qui est très profonde pour ça, mais t'y es pas encore. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des zones de friction. Les zones de friction, c'est tout ce qu'on a vu ici. Ce qui t'empêche de passer du point A au point B. D'accord? Donc là, tu vas remonter à la conscience, c'est quoi les zones de friction? L'origine de la friction ressentie, donc l'émotion que tu fuis. C'est ce qu'on a dit juste avant. Donc pense ça, il y a de la conscience dessus, généralement, la charge émotionnelle s'abaisse. Parce qu'en fait, il y a de la clarté. On en revient toujours à un truc. Plus on met de la clarté sur les situations, plus le flou, le nuage de flou là se dissipe, plus déjà, ok, je comprends pourquoi les choses se passent, c'est logique, d'accord. Bon, ensuite, il faut accepter le prix à payer. Donc là, le prix à payer, c'est quoi? Ça va être de traverser tes peurs, Annie. C'est juste ça. Ce qui t'empêche de passer de ça à ça, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, et probablement le manque de méthode aussi. Mais là, le manque de ce que tu me dis, le manque de méthode, voilà, une fois que tu auras choisi de passer tout ça, tu mets les bonnes méthodes là-dessus, et à mon avis, le cabinet décolle, tu vois, il n'y a aucune raison. Donc, quand tu as ta motivation intrinsèque, qu'ensuite tu comprends l'origine de la friction que tu ressens, donc c'est quoi l'émotion que tu fuis, et que tu es prête à accepter de ressentir ces émotions-là, et de traverser ces peurs-là, en étant accompagné, évidemment, c'est plus facile, parce que tu es dans un cadre qui est sécurisant. Tu as d'autres personnes aussi qui font tout ce travail-là. Donc, là, t'es prêt à avancer. En fait, tu dis, ok, réussir, ça va me demander, du coup, de traverser cette peur-là, ou de déconstruire, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça. Ça va me demander de mettre en place ça. Ça va me demander de prendre des risques, de oser faire des choses que j'ai jamais fait avant. Et voilà. Et en fait, quand t'as tableau clair devant toi, tu dis, ok, bon, est-ce que ça, je suis prête à le faire? Parce que le truc que je veux faire, donc là, remplir ton cabinet, c'est important pour moi. Ok, je suis prête à le faire. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bah oui, parce que quand même, c'est important pour moi. Bon bah allez, vas-y, let's go, j'y vais. Même si, du coup, ça va me générer des émotions un peu inconfortables, ça va me générer peut-être de la frustration les moments où ça va pas marcher, mais après, du coup, voilà, si c'est assez important pour toi et ça t'apporte vraiment quelque chose d'important dans ta vie, d'avoir un câble rempli, t'arriveras à passer au-dessus de cette friction, au-dessus de ces frustrations qui seront toujours temporaires, en fait. Tu vois? Est-ce que tu garderas le cap de ta vision? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi on veut faire les choses. Parce que si le why n'est pas assez puissant, bah tu les feras pas, parce que les obstacles ont plus de poids que la motivation. Donc en fait, c'est hyper logique que ton corps il soit là, ouais, non, faut te rendre. Donc voilà, bref. Donc maintenant, un exemple très concret, tu vois, c'est un thème que j'ai travaillé avec mon coach en plus récemment, c'est la peur de décevoir, et du coup, c'est marrant parce que du coup, c'est ce que tu m'as écrit, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi. Donc, en gros, pour avoir une expansion dans ton activité, ça, c'est en gros avoir une expansion, ça veut dire toucher plus de monde. Dans ton cas, c'est toucher plus de patients. Ok? Donc, il faut prendre le risque de décevoir. Tu vois, de toute façon, les gens, c'est sûr que tu en as déjà déçu dans ta vie. C'est sûr.
C'est impossible de traverser une vie humaine sans jamais décevoir qui que ce soit. Tu vois? C'est utopique. Donc en fait, c'est déjà le cas. Du coup, c'est juste que ça va s'amplifier. Plus tu touches de personnes, plus tu prends le risque que le pourcentage de personnes que tu touches, du coup, que tu déçois, soit plus élevé. Mais la croissance, c'est toujours accompagné de prise de risque et aussi d'inconnu. Et refuser le risque et l'inconfort, comme je disais juste avant, c'est refuser la croissance. Ça fait partie intégralement du prix à payer, cet inconfort, tu vois. Mais après, t'inquiète pas, l'inconfort, on y survit, hein. Surtout quand le plaisir de réussir est là tu te dis putain, mais heureusement que j'y suis allée en fait. C'est comme quand je sais pas, quand tu fais du sport, c'est pareil. Des fois, c'est pas agréable de faire du sport, tu sais. Quand il fait froid, quand t'as pas envie, quand t'es fatigué. Puis en fait, t'y vas, tu fais, et puis après t'es content. Voilà, c'est exactement pareil en fait, hein. Mais c'est utopique de vouloir une vie sans inconfort, tu vois. Moi, des fois, j'ai faim, mais j'ai rien dans le frigo. Il faut que j'aille au magasin. Ça me fait chier, on allait au supermarché. Franchement, je préférerais faire autre chose. Je le fais parce que sinon, je bouffe pas. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est de l'inconfort, de laisser l'inconfort d'aller chez Carrefour prendre le dessus, ou c'est de bouffer? C'est de bouffer, tu vois. Donc, tant pis, je vais faire les courses, prendre mes écouteurs, voilà, pour le bruit. Et puis, une demi-heure, c'est pilé. J'ai mon frigo rempli pour une semaine. Et après, je suis tranquille, tu vois. Donc voilà, mais l'inconfort fait partie de la vie, il faut l'accepter. Ok, alors maintenant, ce truc de pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi, je voulais vraiment faire un petit point là-dessus parce que c'est un conditionnement qui est très fréquent chez les femmes. En fait, malheureusement, on reçoit l'amour de manière conditionnelle. C'est ce qu'on intègre, en fait. Tu es aimé si tu es sage, si tu es gentil, si tu es lisse, si tu fais pas de vagues, si t'es calme, si t'es agréable, si tu te tais. Et c'est très fréquent dans l'éducation des petites filles. Les petites filles sont éduquées de manière différente que les petits garçons. Enfin, c'est un truc qui maintenant a été documenté. Même si les parents sont de bonne volonté, ils ont été matrixés par la même société, hein. Donc, même les parents les plus bienveillants du monde vont inconsciemment se comporter de manière différente. Et du coup, les petites filles sont encouragées à être vues et pas entendues. Typiquement, une femme qui crie, c'est hystérique. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que pour les femmes, se montrer, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus challengeant que pour les hommes, en fait. Parce que tout dans la société te pousse à ne pas te montrer, une femme qui s'affiche, une femme qui cherche de l'attention, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Donc déjà, on part avec un bagage comme ça qui facilite pas les choses. Mais il faut en avoir conscience. Parce que déjà, comme je dis toujours, mettre de la conscience sur les trucs, ça permet déjà de baisser la charge émotionnelle parce que tu sais d'où ça vient. Et tu comprends, du coup. T'es là en mode, et du coup, quand tu vois ce conditionnement-là apparaître, t'es là en mode, ah, ok. Bon, ok, c'est encore ce truc-là qui est là. Bon, d'accord, allez, vas-y, c'est bon. On traverse ça parce que ça sert vraiment à rien. Voilà. Ok. Et donc, accepter pleinement de décevoir parce que c'est déjà le cas, que tu te brides ou pas, que tu fasses semblant, que tu essaies de te suradapter à ce que les gens attendent de toi ou à ce que tu crois qu'ils attendent de toi. En fait, ce que tu fasses ou pas, ils te jugent quand même. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont déjà déçus quand même. Donc, autant être toi-même. Un petit exercice pour toi qui va t'aider, Fanny, c'est quand on a peur de décevoir, c'est quasiment toujours, comme j'ai dit, de lire un truc d'éducation, de amour conditionnel, et on se dit que si on fait pas les choses comme il faut, ou si on se comporte pas d'une certaine manière, on sera pas aimé. Donc, en gros, quel parent, là, t'as peur de décevoir? Si tu fais vraiment, déjà, t'as peur de décevoir dans quel, ça c'est quoi qui te fait peur dans le fait de décevoir? C'est genre de jamais réussir à remplir ton cadre, c'est de faire de la pub, t'as peur que ça déçoit quelqu'un, c'est quoi exactement? Quel comportement t'as peur qui soit décevant, en fait? J'arrive pas à bien formuler, mais t'as compris l'idée, je pense. Voilà. Et du coup, là, ce comportement-là, par exemple, tu vois, moi pendant longtemps, j'ai repoussé le moment où j'allais vraiment me consacrer au coaching, c'est-à-dire que j'allais le prendre comme un vrai métier. Pendant longtemps, je faisais ça un peu comme un hobby, tu vois, à côté du cabinet. Et j'avais quand même beaucoup de succès, tu vois. C'était ça, enfin, je gagnais quand même pas mal d'argent avec ça. Ça aurait pu déjà être un vrai travail. Mais en fait, tu vois, j'avais intérieurement peur de décevoir mes parents, en fait, et plus particulièrement mon père, pour qui le statut, les diplômes, ça a une grosse place dans sa vie, tu vois. Donc, il s'est très long, enfin, il s'est toujours identifié à son métier, et ça a vraiment été sa place dans la société, était quasiment intégralement relié à son
activité, à son métier, à son diplôme, à son titre, et pas juste à qui il était en tant qu'être humain. Donc, du coup, moi, ayant grandi avec ça, naturellement, je l'ai porté à l'âge adulte. Donc, j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais être coach, tu vois. Parce que, enfin, je sais pas, mais c'était ma perception avant. Mais pour moi, être coach, c'était... bah, enfin, tu vois, genre, voilà, coach Instagram, coach tout le bidule. Tu sais, c'est des petites de 20 ans qui, je sais pas, c'est pas un vrai métier. Tu vois, pendant longtemps, c'est ce que j'ai pensé, c'est pas un vrai métier d'être coach, tu vois. Et en vrai, aujourd'hui, bah, évidemment, mon opinion a changé là-dessus. Parce que bah, je le pratique depuis maintenant plus de 2 ans, et je vois les transformations que j'ai avec mes élèves, je vois à quel point j'impacte les gens, je me suis fait aussi moi-même accompagner, moi-même coacher, j'ai vu ce que ça m'a apporté, et je me dis, bon, non, ok, c'est un vrai métier. C'est pas parce qu'on m'a fait croire que c'était pas, enfin, c'était pas un métier reconnu, en fait. Et il y a beaucoup d'arnaqueurs, de charlatans, surtout tout ce qui est en ligne et tout, tu vois. Donc, voilà. Mais tu vois comment cette croyance-là m'a desservi. Parce que s'il faut, j'aurais pu aller beaucoup plus vite dans mon développement. Et tu vois, j'aurais pu me faire confiance aussi, faire confiance à mes intuitions, beaucoup plus rapidement. Mais je l'ai pas fait. Parce que j'avais peur de décevoir. C'est pour ça que je te raconte cette histoire-là. Et du coup, en acceptant de décevoir, puisque finalement, je pense pas que ça a été le cas, mes parents, ils se sont juste dit, c'est quoi ça? Tu sais, je pense qu'ils comprennent pas vraiment ce que je fais. Mais c'est pas grave, ils voient juste que je suis heureuse et en fait, ils se rendent compte que tout va bien et c'est le plus important pour eux, en fait. Que j'ai un toit, que je mange, que je suis heureuse, puis c'est tout. Tu vois, en fait, tu peux être tout déçu. Mais c'est une idée que j'ai dans ma tête. Tu sais? Donc c'est pour ça. Pose-toi la question. Quels parents as-tu peur de décevoir? Et ensuite, si tu étais sûr de jamais décevoir personne, ok? Que tout le monde soit toujours super fier de toi, super au taquet, genre ouais, putain, c'est trop cool ce que tu fais, tout machin. Qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire? Et là, tu vas vraiment découvrir justement ce que tu te bloques à faire. Tu vois, ça peut être plein de trucs que toi qui as la réponse. Mais du coup, si t'étais sûr de jamais décevoir ce parent, ni qui que ce soit d'autre, qu'est-ce que là, vraiment, ça te soulage, mais... Et du coup, qu'est-ce que tu te permettrais de faire? Ah putain, non, en fait, ça va. C'est bon, je déçois personne. Bon, vas-y, je vais dans cette direction. Ça, c'est la direction dans laquelle t'as vraiment envie d'aller. Mais qu'aujourd'hui, tu te refuses d'aller. Tu vois? Donc, c'est bien, on aborde des thèmes intéressants. Moi, j'adore. Moi, je kiffe. Donc, débloquer les gens. Voilà. Un bon coup de ciseaux. Non, un bon coup de couteau, puis fais-toi mieux. Ok, alors, on va repartir du coup sur ici. Les stratégies mises en place. Donc, tu as créé un site internet. Ah ouais, va voir l'analyse de Basile. Parce que du coup, en fait, je mentionne déjà ça. Ton site est très anonyme. Il est centré sur la Kiro et on sait pas vraiment qui tu es. Et Basile, je lui ai déjà fait un retour qui va être très similaire au retour que je t'aurais fait sur ton site internet. Donc, juste va voir. Et les Kiro aussi. Donc, en plus, tu vois, ça se recouvre vraiment. Ce que je lui dis s'applique à toi. Voilà. Et ce que je voulais te montrer, justement, c'est que sur ton site, ce que j'ai vu, c'est qu'on voit à aucun moment ton visage. Donc ça, enfin, je veux dire, les gens viennent te consulter aussi pour qui tu es, tu vois. Si on voit pas ta tête, c'est un problème. Regarde, par exemple, ça, c'est des pubs de Léa. Franchement, elles sont trop belles. Donc, regarde, on voit sa figure, là, on voit qui elle est, on a envie d'aller la voir parce qu'on voit son énergie, elle rayonne même juste à travers les photos. Pour ceux qui savent pas, Léa, c'est ma femme. Et c'est la meilleure. Y a pas de discussion là-dessus. C'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la meilleure. Et ses pubs, c'est les meilleures. Donc voilà, je voulais te montrer ça pour te dire qu'en fait, Léa, ce qui m'impressionne, c'est que bah, du coup, elle suit aussi ce que j'enseigne par rapport à tout ce qui est publicité Facebook, tout ça, et communication. Et tu vois, voilà, elle y va, elle fait confiance au process. Et quand je lui dis, bah, mets cette photo-là, puis elle a pas peur. Peut-être qu'elle a peur, mais elle y va quand même, tu vois. Tu ok. Et là, tu vois, il y a tout le coin, là, toute la ville qui voit sa petite tête passer en mode salut, c'est Léa, c'est votre Kiro. Tu vois, donc après, heureusement, il n'y a pas que ça dans la pub. Il y a un texte quand même qui est bien rédigé avec une structure assez spécifique et tout pour que ça génère des rendez-vous. Mais en fait, ça crée direct un lien, en fait, avec les personnes, tu vois. Et là, on parle d'une publicité qui est diffusée devant plein de gens. Mais vraiment, s'il y a un endroit où on doit le voir, c'est site internet, tu vois. Alors, là, c'est intéressant. Tu me dis, je me suis inscrite à un programme qui aide les thérapeutes à développer leur activité. Il me semble que tu connais, c'était l'Académie de l'accélérateur. Je suis pas allée au bout. Je me retrouve pas dans les thérapeutes qu'ils aident. Bien qu'il y ait des chiro, des ostéos, ça m'a quand même aidé à rebondir. Donc 25% après 3 ans de baisse, Covid, congé mat, entre autres. Ok. Oui.
Alors du coup, moi, je connais ce truc-là, l'accélérateur. Je connais les deux frères là, Quentin et Edouard, c'était ça. Parce qu'en fait, j'ai été pas dans l'accélérateur, j'ai été ajoutée automatiquement dans l'accélérateur, mais je t'avoue que je m'en suis pas servi parce qu'en fait, je savais déjà remplir un cabinet. Bah, comme j'ai dit, de par les expériences que j'ai eues au UK. Et en fait, moi, j'étais dans le programme premium à 20 000 € qui s'appelle Ascension. Donc du coup, ça, c'était pour autre chose. Ascension, c'est pas du tout fait pour les cabinets. C'est pas fait pour les thérapeutes, honnêtement. Enfin, tous les thérapeutes qui étaient là-dedans ils se sont cassés les dents, malheureusement. Parce que c'est ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, ouais, le problème de ces personnes-là, c'est que vraiment, c'est que l'argent, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Et ils vont faire rentrer dans leur programme des gens qui sont pas adaptés. Et ils le savent. Et en fait, ben, du coup, forcément, les gens se cassent les dents. Et ça me plaisait moyen. J'aimais pas trop ça, en vrai. Après, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé dans Ascension. Mais du bref, pour revenir sur l'académie ou maintenant l'accélérateur, c'est pas un truc que j'ai trop utilisé. J'ai quand même été voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai qu'il y a des trucs... je pense qu'il y a des trucs bien. Tu vois, comme dans tout. Dans tout, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Mais tu vois, les trucs moins bien, j'ai pas trop kiffé. C'est que il y a quand même certains modules qui sont faits vraiment full avec ChatGPT. Tu vois, et tu vois que c'est des trucs tellement bateaux. Bah d'ailleurs, regarde, en fait, c'est ce que je t'ai écrit ici. C'est que tu vois, alors autant Ascension, c'est vraiment, j'avais bien aimé. Tu vois, ce programme-là, c'était 20 000 €, donc c'était beaucoup plus avancé. Il y avait des coachs qui étaient de qualité. Enfin, à l'époque où j'y étais, parce qu'il y avait un gros turnover et tout ça entre-temps, c'était pas mal. Pour moi, j'avais besoin d'acquérir ces compétences-là, que ce soit en marketing, en com, en vente et tout. Mais pour d'autres choses, pour le câble, c'était bon. De toute façon, moi, j'ai rejoint Ascension. Mon cabinet, il tournait déjà à 12 000 € par mois. Et c'est ça qui m'a permis de payer cette somme-là, d'ailleurs. Tu vois, c'est parce que je m'étais déjà sécurisée avec le cabinet. Et je voulais développer, en fait, d'autres choses à côté. Donc ça, c'était cool. Après, j'ai bien aimé l'année que j'ai passée avec eux. Mais tu vois, encore un truc, je crois que maintenant, dans la nouvelle, ils l'ont passé en 3 mois, Ascension. Donc, tu vois, 20 000 € pour 3 mois, c'est vraiment juste pour faire re-signer les gens. C'est pas trop une dynamique qui me plaît, moi, maintenant, en fait. Mais bref, pour revenir sur l'accélérateur, moi, ce que j'ai constaté, bon, c'est mon avis personnel, c'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais c'est que c'est très généraliste. T'es noyé dans la masse de 3000 personnes, donc c'est énorme. Les coachs, il y en a certains, ils sont très peu quali. Comme je dis, les réponses sont très généralistes, des fois c'est très bateau. Les modules de la Félix GPT ou les modules complètement, comment tu dis, périmés, parce qu'ils datent d'il y a super longtemps, c'est moyen. Il y a d'autres trucs que j'ai... Alors, ouais, ça c'est... Non, attends, est-ce que je l'ai écrit Je sais pas si je l'ai écrit. Ah si, si. Mais en gros, moi j'aime... Le truc vraiment que... on va dire l'acquisition. Tu vois, eux, c'est vraiment que de l'acquisition qui vont t'enseigner. Il y a rien dans les procédures de cabinet. Et en fait, ça, c'est normal. C'est parce que, simplement, c'est des gens, ils sont forts en marketing et en vente. Donc, c'est très bien, c'est des compétences qui sont très utiles, mais c'est des gens qui n'ont jamais géré un cabinet. Donc, forcément, si tu leur poses la question, même au coach, ok, je fais quoi quand un patient me demande un remboursement? Tu vois, c'est une question que j'ai eue, moi, en coaching, le dernier avec mes élèves. Donc, comment je réagis si j'ai peur qu'on me demande un remboursement? Ou comment je réagis en avis négatif Google? Ou des trucs comme ça. C'est des trucs qui vont pas savoir te le dire. Qu'est-ce que je fais si, par exemple, mon patient me suit sur la première phase de soins, mais qu'après, pour la maintenance, la prévention et tout, il drop, ou qu'il a plus envie, ou qu'il pose telle question? Enfin, voilà, toute l'expérience de terrain en cabinet, ils l'ont pas. C'est normal. C'est pas leur métier. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que je pense que ça aide certaines personnes, mais c'est vraiment pas assez spécifique sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai remarqué dans leur programme, c'est que du coup, bah, forcément, il n'y a rien sur les suivis, rien sur structurer un parcours de soins. Bon, ça, on vient de le dire pourquoi, hein, c'est logique. Mais du coup, ils enseignent que de l'acquisition. Parce que c'est des marketeurs, donc c'est ça qu'ils maîtrisent, en fait. La publicité, la vente. Basiquement, ça va être ça. Du coup, moi, dans mon accompagnement, évidemment, j'enseigne aussi l'acquisition, parce que tu peux pas développer une bonne conversion des scripts et tout, si déjà t'as pas de patient, c'est compliqué. Donc, l'acquisition, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ils se reposent vraiment beaucoup sur les Google Ads, des publicités Google, et je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que de ce que j'ai pu voir, des fois, ça met quand même longtemps à marcher les Google Ads. Enfin, ce que je vois, que ce soit dans Google Accélérateur, moi j'ai constaté ça aussi avec les Google Ads, c'est que ça peut mettre genre 1 mois, 2 mois avant que l'algorithme le mette en route. C'est un travail quand même assez actif. Donc moi j'ai un module entier sur les Google Ads, mais c'est pas du tout ça que je dis à mes élèves de mettre en place en premier. Les Google Ads, moi c'est ce que j'ai fait avec mon cabinet, je leur dis par exemple de mettre ça en place
je sais pas, quand le cam est déjà stable. Tu sais, comme un truc qui tourne après en continu, t'as besoin de t'en occuper, voilà. Ou même carrément, tu peux le déléguer à quelqu'un. Ça, je leur donne un contact aussi pour faire ça, si pour ceux qui le souhaitent, tu vois. Voilà, bref. Mais par contre, moi, la stratégie d'acquisition que je privilégie, c'est celle que je t'ai montré avec Léa, c'est les publicités Facebook. Mais encore une fois, j'ai été regarder le module eux qu'ils enseignent, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant, c'était assez drôle parce que je savais pas que il pouvait y avoir autant de manières de faire des pubs Facebook. Mais en fait, c'est vrai que moi, tout ça, en fait, je l'ai appris au Royaume-Uni. Tu vois, j'ai été bosser dans des cliniques, des chaînes, qui ont plus de 9, 20 cliniques. Et en fait, c'est là que j'ai appris comment eux structuraient leur acquisition. Que ce soit à l'époque au UK, il y avait même Groupon. Tu vois, il y avait genre Google Ads, il y avait Facebook Ads et il y avait Groupon. Et en fait, avec ça, c'est là que j'ai appris comment ça faisait. Après, j'ai testé, j'ai mis en pratique avec mon propre cabinet. J'ai gardé ce qui marchait, j'ai jeté ce qui ne marchait pas. Et aujourd'hui, c'est ce que l'enseignent les élèves. Et c'est drôle parce que du coup, quand ils ont rajouté le module Facebook Ads, j'ai été voir et je me dis, oh putain, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, ça explique aussi les résultats différents. Tu l'as vu, c'était dans un groupe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent à avoir des rendez-vous avec, comme je disais, les Google Ads, par exemple, tu vois. Mais même les Facebook Ads. Alors, enfin, c'est normal d'avoir des fois des pubs qui fonctionnent pas. Mais ouais, ce que je voulais dire, parce que je me perds dans mes explications, la vidéo, elle dure super longtemps, mais en gros, c'est que les méthodes d'acquisition sont quand même différentes. C'est quand même assez différent, simplement parce que, comme je dis, moi j'ai appris avec des chiros, qui étaient des vrais entrepreneurs, qui avaient structuré des cliniques, donc des chaînes de cliniques, mais à la base qui étaient chiropracteurs. Eux, c'est des gens qui copie-collent des stratégies marketing qu'ils ont appris chez Sam Ovens. Donc c'est un coach américain, tiens, regardez, Sam Ovens. C'est le mec qui a créé School. Voilà, tu vois, le groupe sur lequel tu m'as trouvé, là, le groupe gratuit, c'est Sam Ovens qui a créé l'entreprise School, qui permet de créer des groupes. Voilà. En gros, c'est ça. En fait, basiquement, l'accélérateur, c'est un copier-coller, en fait, de justement, c'était Consulting Accelerator, que ça s'appelait, le programme de Sam Ovens. Donc, c'est pour ça que, du coup, il y a un mismatch entre la cible des thérapeutes et la valeur qui est délivrée derrière. Parce que c'est pas très aligné, en fait. Voilà, après je dis pas que c'est mauvais, comme j'ai déjà dit. Oui, et moi mon expérience avec Ascension, c'est que du coup, le côté formation, j'avais bien aimé. Enfin, moi j'adore apprendre en plus, donc du coup, j'adore mettre en pratique, tester et tout, donc j'avais kiffé. Par contre, il y a zéro dimension humaine. Et aussi, j'avais moins aimé, c'est ce que j'ai marqué là, c'est la philosophie qui est très présente chez eux, qui est de se forcer, en fait. Et ça, voilà, très faisant. Quentin l'incarne vraiment, c'est genre, t'aimes pas, tant pis, fais-le quand même, force-toi. Et en fait, se forcer, ça peut marcher. Des fois, c'est utile pour passer des paliers. Mais en fait, si tu te forces juste tout le temps, au bout d'un moment, ça va pas aller. Il faut aller. En fait, c'est ça qu'ils font pas. C'est identifier l'origine du blocage. Eux, c'est genre symptômes, pansement. Tu vois, encore une fois, parce qu'ils sont pas chiro, parce qu'ils sont pas thérapeutes. Moi, je vois un symptôme chez un de mes élèves. C'est genre direct, ok, c'est quoi qui te cause ça? Tu veux pas faire des pubs Facebook. C'est quoi qui bloque? Ok, j'ai la flemme. Ok, c'est quoi qui est derrière la flemme? C'est quelle peur qui est derrière la flemme? Ou est-ce que c'est pas important pour toi d'être en marché de cabinet? Ah, si c'est important pour moi. Ok, de quoi t'as peur? Ah j'ai peur de rappeler les gens. Ok, c'est quoi qui te fait peur? Ah j'ai peur de me faire rejeter, de prendre des noms, que les gens décrochent pas. En fait, on s'en fout que les gens décrochent pas, tu vois. Enfin, tu vois, c'est tous les trucs comme ça. Ça, c'est tous les trucs qui ils vont pas. Évidemment, tu peux pas faire ça avec 3000 personnes. Et surtout, c'est pas leur expertise, en fait, tu vois. Moi, ça, c'est des questions, enfin, c'est des choses que j'ai pu développer parce que j'ai vu des patients en cabinet. Et que c'est avec les patients, en fait. Tout ce travail-là que je fais sur les peurs, tout ça, je le faisais déjà, en fait, avec les patients. D'aller creuser, remonter à la cause. Et quand je travaillais avec les gens, je mettais les noms sur eux, en fait, tu vois. Ça débloquait les trucs. Donc, voilà. Et puis, un truc que j'ai moyen apprécié aussi, tu vois, par exemple, avec cette expérience-là, c'est que, tu vois, tu donnes 20 000 € à quelqu'un pour apprendre, pour être formé et tout ça, machin. Il y a zéro dimension humaine, mais aussi, au-delà de ça, c'est qu'après, ils te sortent du groupe comme une malpropre, tu vois. Par exemple, leur but, c'est de te faire re-signer, en fait. Donc, moi, je leur disais, écoute, j'attends la fin, et puis après, oui, ok, on fait un appel et on voit. Tu vois. Et en fait, eux, ils sont là en mode, ouais, non, en fait, enfin, tu sais, sans rien dire, pouf, d'un coup, un jour j'étais en groupe, l'autre jour j'étais plus en groupe. Et j'étais en mode, franchement, je l'ai dit à Léa, j'étais en mode, ouais, le customer care, c'est-à-dire tu sais, la qualité que tu donnes à tes clients dans les interactions et tout, ça, c'est quand même très très moyen.
pour quelqu'un, pour des gens qui facturent ce prix-là, c'est très très moyen de traiter ses clients comme ça, je trouve. C'est mon avis, c'est mon opinion. Tu vois, regarde, on parlait du jugement, Fanny. Tu vois, là, par exemple, ça peut être interprété comme un jugement, ce que je dis. C'est juste mon avis, tu vois. Et j'ai le droit d'avoir un avis. Les gens ont le droit d'avoir un avis sur toi, ce que tu fais. Les gens ont le droit d'avoir un avis sur moi, ce que je fais. Tu vois, ça va pas remettre en cause ce qu'on fait, en fait. Si t'es convaincu que ce que tu fais, bah, c'est bien, que c'est la bonne chose et que c'est ok, bah, tu vois, l'avis des gens n'a pas à remettre en cause ce que tu fais. Ok. Ouais, bah, tu vois, j'ai souligné ce mot-là parce que je me force à demander des avis aux patients. Et ouais. Et tu vois, c'est ça le truc. En fait, c'est pour ça que j'ai marqué cette dernière phrase. Parce que tu vois, ça, tu l'as hérité de l'enseignement de Quentin et de la philosophie de Quentin qui est de se forcer à faire des trucs. Il n'y a pas besoin de se forcer, Fanny. Enfin, pour demander des avis aux gens, franchement, moi, mes élèves, je crois que c'est un des premiers trucs qu'ils mettent en place quand ils rejoignent le programme. Ils commencent, là, j'en ai une, par exemple, tu vois. Attends, mais franchement, c'est ouf. Je crois que c'est une des élèves les plus avancées en âge que j'ai. Et je sais pas si elle est Pacquiao depuis 20 ans ou peut-être plus. Je sais plus, mais enfin voilà, bref. Et elle dépote. Ça fait 3 mois qu'elle est dans le programme. Franchement, l'autre jour, dans le dernier appel que j'ai eu avec eux jeudi dernier, tu vois, on a regardé sa fiche Google ensemble pour l'analyser, justement, le Google My Business, comme tu dis. Putain, je crois qu'en l'espace de 3 mois, elle a récolté, genre, je sais pas, entre 15 et 20 avis. J'ai halluciné. Elle a dit, ah ouais, moi, je suis à fond, je récolte plein d'avis, c'est trop bien et tout. Et en fait, c'est cette énergie-là. Tu vois, les avis, ça peut être, mais c'est trop cool de demander les avis, Fanny. Mais il faut savoir bien mettre en place avec, comme je dis, le bon modèle mental, avec associé. Mais c'est un truc trop bien de demander des avis. C'est pas du tout une corvée, il n'y a pas besoin de se forcer. C'est vraiment un des trucs les plus faciles. Moi, j'étais trop contente de demander des avis à mes patientes, et quoi, et surtout, après de les recevoir aussi, carrément, tu vois. Donc, ça en dit long sur ton travail. Donc, voilà. Ça, c'est le reflet du mindset qui t'a été transmis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on t'a dit maintenant? Alors là, par contre, j'ai vu des dingueries, mais qui ne m'étonnent pas du tout. Hein. Le classique, il faut entre 3 et 5 ans pour développer le cabinet. Faux. Du coup, hein, ça, c'est... J'adore le « il faut », en fait. Ça me fait trop marrer parce que... Enfin, on vous dit ça comme si c'était des règles, en fait. Alors que, tu vois, en fait, le principe d'une règle, c'est que, par exemple, la gravité, tu laisses tomber quelque chose, ça tombe, ça s'expose par terre. C'est une règle. Tu vois, c'est genre une règle de physique. En fait, c'est immuable. Tu vois, à moins d'aller sur la Lune, où t'as pas la même force gravitationnelle, à partir du moment où t'es sur la Terre, que tu lâches un truc en verre, il s'explose par terre. Genre, ça, c'est une règle. Genre, une règle, c'est comme ça, en fait. Là, il faut faire la différence entre quelque chose qui est une règle factuellement, genre, c'est comme ça. Voilà. Et quelque chose qui est une opinion ou une expérience personnelle vécue. Et là, moi, ce que je déteste là-dedans, c'est qu'en fait, ils te disent des choses comme si c'était des règles immuables, genre, il faut entre 3 et 5 ans pour construire un cabinet, alors que ça, c'est du vécu et une opinion personnelle. Parce que si c'était une règle, simplement, moi, j'aurais jamais pu remplir mon cabinet en 3-4 mois. Et voilà. Et mes élèves non plus. Et beaucoup d'autres personnes que je connais non plus. Voilà, ceux qui ont les bonnes méthodes. Tu vois, j'ai une copine, elle a lancé son cam en Hollande aussi. Et elle avait aussi bossé dans des grosses chaînes. Donc c'est là qu'elle a aussi appris à construire une patientèle, remplir un cabinet, tout ça. Son mec s'occupait de toute la partie marketing, donc ils ont un peu construit à deux, tu vois. Et elle a revendu son cabinet, donc elle l'a rempli. En genre, pareil que moi, à peu près 4-5 mois, le truc il tournait à, je sais pas, 50-60 par semaine, tu vois, normal. Et là, elle a revendu ce cabinet-là, une salle, une table, et une patientèle environ autour de, je crois, 60 visites par semaine, 80 000 euros. Tu vois? Et ça fait, tu vois, elle a créé le CAM juste avant que je parte des Pays-Bas. Donc on était sûrement vers l'été 2024, et elle a revendu là. Donc tu vois, 1 an et demi plus tard. Ça aussi, il y a plein de gens qui disent oui, le cabinet, il vaut plus il a d'années. Non, ça veut rien dire les années. C'est comme les années d'expérience. Si t'es diplômé depuis 10 ans, mais que tu vois 10 patients par semaine, t'en vois 40 par mois, bah à l'année ça te fait pas beaucoup de patients de vue, tu vois. Si t'en vois 400 par mois, là par contre ton expérience,
Tu vois, les années, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le volume. C'est ce que tu fais pendant ces années-là. Donc, par exemple, croire, c'est aussi une croyance, c'est pour ça que j'en parle, qu'un cabinet vaut plus parce qu'il a 10 ans comparé à un cabinet qui a 1 an et demi, t'inquiète pas que, franchement, moi, je préfère largement racheter un cabinet qui est ultra solide en termes d'acquisition, qui a une base de patientèle récurrente et bien fidélisée, bien structurée, qui a été créé il y a 1 an et demi, plutôt qu'une merde qui tourne depuis 10 ans et comment tu dis, qui repose que sur les nouveaux patients et en fait qui a aucune valeur. Ça se revend pas des trucs comme ça. Enfin si, le pire c'est que ça se revend en France et les gens ils croient que ça a de la valeur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. En France, des fois, ce qui se fait, je me dis, mais on marche sur la tête. Et les gens, franchement. Alors, la chiro est pas connue. Bon, bah, ça, c'est l'excuse de base, que j'entends de beaucoup de personnes. Tu vois, une analyse que j'ai faite récemment, c'était une éthiopathe. Non, une ostéo. Une ostéo qui m'a dit pareil. L'ostéo, c'est pas connu. Une éthiopathe qui est dans mon programme qui m'avait dit la même chose. Mon métier, il est pas connu. Bon, bah, elle a rempli son cabinet en 4 mois. Tu vois. Donc, ça, bah, voilà. Et un prof qui t'a dit, putain, devant foule amphi. Putain, mais tu te demandes en fait ce que tu fous là quand t'entends des trucs comme ça. Et moi, c'est ça que j'aimais pas à l'IFEC. En soi, il a pas tort en vrai. 50% d'entre vous finiront pas leur carrière en étant chiro. Super. Tu te dis, putain, je fais que 50 000 balles dans une formation pour m'entendre dire qu'en fait, j'ai une chance sur 2 que ça finisse par marcher pour moi, tu vois. Top. Et à aucun moment, ils se disent qu'il y a un problème dans leur formation, en fait. Tu sais, c'est dingue. Mais on peut pas lui en vouloir à cette personne parce qu'en fait, elle fait juste que dire une vérité. Donc, c'est la vérité qui est dérangeante parce que je me dis, mais comment c'est possible que ce soit une vérité, que ça existe, cette situation, en fait? Mais ça existe. Donc, voilà. Si au bout de 3 séances, t'as pas de résultat, c'est que ça va pas. Faux. Archi faux. Archi faux, putain. Mais alors ça, c'est tellement une connerie, mais monumentale. C'est hallucinant de dire des trucs pareils. Tu vois, moi, j'avais un tuteur, il s'appelait Nick, putain, je sais plus son nom de famille. Mais c'était un des meilleurs tuteurs à la clinique étudiante en Angleterre, tu vois, dans l'école où j'ai étudié. Et vraiment, enfin, il était trop fort. Trop fort en sciences, trop fort en recherche, trop fort en technique chiro. Enfin, il avait travaillé dans plein de settings différents, expérience de fou, contrairement aux tuteurs de l'IFEC, où ils emploient des gens qui viennent de graduer l'année d'avant, qui ont 0 expérience, qui te disent des trucs comme ça, par exemple. Et voilà, on va pas refaire le monde avec ça, de toute façon. Et bref. Et en fait, ce tuteur m'avait dit, parce qu'en fait, tu vois, il venait, en fait, des fois, les tuteurs nous voir, c'était à la première ou la deuxième, puis ensuite à la 4e. Et des fois, par exemple, t'avais des ajustements qui passaient pas. Et du coup, les étudiants étaient un peu désemparés en mode, oh, ça vous arrange pas et tout, je suis nulle. Enfin, voilà. Et du coup, t'avais le tuteur qui disait, bah, je vais voir. Des fois, il faisait un ajustement pour, voilà. Et puis après, ça passait. Du coup, l'ajustement avec eux. Et en fait, il nous avait expliqué, tu vois, il nous avait dit, mais, les gars, il faut réaliser un truc, c'est que nous, quand on arrive et qu'on vient vous voir, et que c'est la 4e ou la 6e, ou après c'était genre 4, 6, je crois après c'était à la 9, après à la 12, et après ça, voilà, tu vois. Et en fait, il disait, quand on vient vous voir à la 4e ou à la 6e, ça fait déjà 3 ou 5 fois que vous avez vu votre patient et que vous avez travaillé sur son dos, et que vous avez commencé à débloquer des choses. Nous, on arrive, en fait, le dos, il est déjà préparé, on est plus expérimenté que vous. Donc, on fait des meilleurs ajustements sur un dos où vous nous avez déjà prémâché le travail. Donc, forcément, nos ajustements, ils vont mieux passer que les vôtres. C'est normal, tu vois. Et en fait, c'était hyper rassurant qu'ils nous disent ça. Ils avaient dit, mais en fait, c'est juste normal. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Des gens qui se sont jamais fait ajuster de toute leur vie, qui viennent nous voir à l'âge de 50 ans, c'est normal que la colonne soit un bout de bois, en fait. Tu vois? Donc, en fait, c'est normal. Mais ça, vraiment, Fanny, plus vite tu te sors de la tête. Au bout de 3 séances, t'as pas de résultat, ça va pas. Au plus vite, tu vas te faciliter la vie en cabinet. La chiro, c'est un process, en fait. C'est un accompagnement, tu vois, avec ton patient. Bon, la pub, c'est interdit pour les professionnels de santé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On n'est pas professionnel de santé, donc t'es tranquille avec ça. Celui qui te dit la merde, il te dit de la merde, il te dit des conneries. Factuellement, c'est faux. Et là, j'ai la loi pour appuyer ce que je dis. Donc, à moins que la loi ait changé entre la dernière fois où j'ai checké et aujourd'hui, on n'est toujours pas professionnel de santé. Il y a rien dans la loi qui t'empêche de faire la pub. Voilà. Malgré ce que l'AFC raconte. Donc, allez, et merci pour ce que tu fais, ça donne la pêche. Ok. Trop bien. Eh ben, écoute, putain, je crois que c'est la plus longue analyse que j'ai faite, mais j'avais tellement de trucs à te raconter, j'avais tellement de trucs à dire en vrai.
J'espère que ça t'a aidé. Ça me fait trop plaisir de le faire. En vrai, j'ai kiffé. Et Fanny, écoute, bah là, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais tu vois, si t'as répondu aux questions là que je t'ai posées juste avant sur l'importance pour toi de remplir ton cabinet, de changer les choses entre cadres, de mieux structurer. En gros, si tout ce que je t'ai raconté, ça te parle, dans ce cas-là, la meilleure marche à suivre là, c'est tu prends un appel, on discute de ta situation. Si t'es un bon fit pour le programme, que t'as envie de réussir et que t'es prête, en fait, à t'investir, que ce soit financièrement et aussi dans un accompagnement, dans ce cas-là, on travaille ensemble et ton cabinet, on va le faire fonctionner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si t'es pas prête, que t'as besoin de mettre de l'argent de côté, bah dans ce cas-là, juste fais ça. Et puis après, si c'est pas important pour toi de faire marcher ton cab, bah là, bon, moi, je me retire de l'équation parce que ça me concerne plus. Là, c'est toi avec toi-même, en fait, et de savoir ce que tu veux dans ta vie. Donc voilà, basiquement, ça va être ça, la marche à suivre. J'espère que ça t'a aidé, et j'espère te retrouver prochainement.